je vais vous narrer donc l'histoire d'un cépage historique, le berligou. Donc comme toute histoire, elle commence par « Il était une fois ». Il était une fois 3 cousins qui dirigeaient la France. D'un côté, François II, duc de Bretagne, ennemi de Louis XI, qui possède donc une bande entre la Bourgogne et la Bretagne. Et en Bourgogne, on a donc Charles le Téméraire, qui possède à la fois la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, il lui manque la Lorraine, et donc il a un superbe territoire, et il souhaite quelque part, lui aussi, conquérir un peu plus d'espace. Ils vont se retrouver donc alliés, amis, entre François II et Charles le Téméraire. Ils sont tous les deux nés en 1433. Ils ont 27 ans, et quand on est alliés et amis, on se fait des présents. Et le présent qui va être fait, c'est... Voilà mon cousin, je vous offre un plant de berligou pour m'avoir reçu dans votre duché. Faites-en bon usage, c'est un grand cépage. Effectivement, donc ce fameux cépage, je vais le planter. Il va être planté au château de la Chabessière, où va naître ma fille Anne de Bretagne, donc qui va naître en 1477. Ce cépage va être planté donc sur une petite surface et sera réservé qu'aux hautes sphères de l'État. Anne de Bretagne exigera qu'on lui serve son vin de berligou lorsqu'elle se mariera avec Charles VIII en 1491, puis en 1499 avec Louis XII, elle exigera qu'on lui serve son vin de berligou, donc au château d'Amboise et son château de Langeais. Le cépage va continuer sa course, il va être apprécié, et on a un autre personnage important qui va passer à Nantes, et lui, il arrive sur son cheval blanc. Évidemment, Henri IV. Henri IV, il arrive à Nantes pour signer la fin de 62 ans de guerre de religion, donc l'édit de Nantes, et on va le recevoir avec un faste pas possible. Donc on va on va sortir les mails les plus fins, et on va évidemment sortir ce fameux grand vin nantais, le berligou. Et notamment, Henri IV va s'écrier « Fichtre que c'est bon! Ventre Saint-Gris, les ducs de Bretagne n'étaient pas de petits compagnons !» Parce que déjà, évidemment, la Bretagne est déjà investie par le royaume de France. Donc plus tard, on a un autre personnage qui va arriver à Nantes, et lui, il a, on va dire, un petit peu plus... Il a un règlement de compte qui va se passer à Nantes. Il vient avec son premier argentier qui s'appelle Fouquet. Son premier argentier l'a reçu quelques mois auparavant dans son château de Vaux-le-Vicomte avec un faste pas possible. Le château de Vaux-le-Vicomte, il faut savoir que c'est le château de Versailles avant que Versailles ne soit construit. Mais en réplique plus miniature, mais déjà quand tu es un jeune roi, que tu as 23 ans, ça te fait baver, quoi. Et donc la vengeance est un plat qui se mange froid, et elle va se manger froid à Nantes. Au premier étage du château des Ducs, ils viennent pour faire les édits de Bretagne. Donc comment faire les impôts des Bretons, comment récupérer l'argent des Bretons. Mais la réunion va être un petit peu plus longue que prévu. Le roi de France, le roi Soleil, va chercher à estirper les astuces pour tirer l'argent de l'ensemble des Français. La réunion finie, on a donc notre Fouquet qui est harassé, fatigué, il descend les escaliers, il monte dans sa chaise à porteur, il sort du château des Ducs, il va se retrouver dans une ruelle un tout petit peu plus loin. Dans la ruelle un petit peu plus loin, il va se faire arrêter par D'Artagnan, c'est un des rares écrits qu'on ait sur D'Artagnan. Et là, il en sera fini pour sa vie politique, il va être conduit à Angers, et puis après, il sera donc... mis en prison sur Pignerol dans les Alpes italiennes. Et c'est un vrai bonheur pour notre roi Louis XIV, puisque là, donc du coup, il s'est débarrassé de son premier argentier. Et là, il va être reçu à Chantenay, avec une magnifique vue sur la Loire. On va lui servir les mets les plus fins, et on va lui servir, bien entendu, le vin de berligou, et même constat que son grand-père, il en fera un vin de la cour qui montera dans un premier temps donc au Louvre, et dans un deuxième temps, quand le château de Versailles sera construit, il ira sur Versailles. Après, on a peu d'écrits, on n'a rien, ou pas grand-chose, on arrive au 19e siècle. 19e siècle, il faut savoir que c'est le siècle de toutes les chienlits du monde, qui viennent d'Amérique. On a donc l'œil d'Homme en 1860,
le mildiou en 1870, en 1880 on a le phylloxéra, en 1890, 90% de l'encépagement est anéanti en Europe. Là, 90% de pas grand-chose. En 1930, on pourrait soupçonner qu'il ne reste plus rien. Et là, on a deux compères qui s'en vont donc au château de la Chabessière à Couëron. Donc, il s'agit donc du comte de Camiran, accompagné donc de son pépiniériste, Joseph Picot. Ils partent à la propriété. Le château, il faut savoir inutile de chercher le château de la Chabessière. Il était en bois, il a été bien sûr détruit, il n'existe plus. Là, mais sur la propriété, on a des traces, effectivement, de ce fameux plan qui, bien sûr, jalonne le sol, qui est une liane qui n'a pas été taillée. Il va être greffé, il va être transformé en 170 cèpes. Les 170 cèpes vont être plantés donc sur la propriété du comte. Et le comte plante en même temps 1 hectare de muscadet. 1 hectare de muscadet, c'est 7 km. C'est 7000 pieds à l'hectare. Et donc, il y en a 170 de berligouts. Le comte s'en va à la guerre. On est en 1940. Il part à la guerre et va déléguer sa plantation à un chef de culture autrichien. Le chef de culture autrichien va constater, en regardant les plants de vigne, il va dire « Mais putain de Français, ils savent pas bosser. Ils savent pas bosser. Regarde, dégénérer, et ainsi de suite. » Et là, effectivement, dans cette parcelle de jeunes vignes, il va arracher les plants et il va replanter du muscadet. Et là, on pourrait se dire, ça y est, le cépage est totalement anéanti. Or, il fallait compter sur le pépiniériste, Joseph Picot. Il en a gardé 5 plants, qu'il a plantés lui aussi dans une parcelle de muscadet. Son fils, derrière, Joseph Picot, est passé donc à transformer la parcelle de 5 en 70 plants. Les 170 plants donc, vont tranquillement être, on va dire, le conservatoire véritablement du cépage. En 1993, donc du coup, c'est Jean-Yves Picot qui est le petit-fils qui est le détenteur du cépage. Et lui constate qu'effectivement, c'est un cépage qui est remarquable, qui ne prend pas trop les maladies et qui donne des jus de très bonne qualité. Là, il va y avoir une petite association qui va se former, qui est un groupe de 12 personnes où on trouve des ingénieurs, des historiens, des vignerons et qui vont chercher à gratter, savoir qu'est-ce que c'est que ce fameux plan. L'histoire est en partie connue, mais là on va chercher également les génomes, quels sont l'ampélographie, quels sont les caractères variétaux du cépage. Et là, il va être démontré qu'on est sur un cépage rare et introuvable ailleurs.